Salut à tous et bienvenue sur Kling, le podcast de la Forge du Vallon où on parle de la forge, mais pas que, on parle aussi d'écolieux. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très content car j'ai la chance d'avoir deux copains avec moi que sont Lise et William. Salut à vous. Salut. Yeah, c'est trop bien. Et oui, Lise et William qui sont cofondateurs d'un autre écolieu. Donc on va en parler, mais avant ça, comment vous vous sentez là tout de suite ? Ah bah plutôt bien, hein. Très contente d'être chez toi, à la Forge du Vallon, de découvrir ton collectif, ton lieu. Et puis bon, on est plutôt bien, on est à l'apéro, donc tout va bien. Oui, vous êtes en direct de l'apéro à la Forge du Vallon, il est 19h37 à l'heure où on enregistre, et on a même nos petits verres à côté de nous, on est bien. William ? Ben, moi j'ai gratouillé les oreilles d'un cochon aujourd'hui, j'ai vraiment adoré. Et on a attaqué une forêt de ronces, c'est une belle, chouette journée qui se termine par un petit verre de bière. Ça, c'est très très bien. Trop bien. Vous êtes tous les deux cofondateurs d'une oasis qui se trouve dans la Drôme et qui s'appelle l'Aube. Ainsi, ma première question sera, c'est quoi le projet de l'Aube ? C'est quoi que vous essayez de créer ? Moi j'aime bien présenter le projet de l'Aube comme un lieu de vie où il y aura un collectif de résidents permanents, engagés, porteurs du projet, qui partageront leur quotidien avec des personnes qui arriveront à l'aube dans une phase de leur vie un peu plus vulnérable, en précarité, des femmes qui peuvent être victimes de violences, des enfants qui peuvent être placés par l'aide sociale à l'enfance. Et l'idée, c'est de vivre ensemble pendant un temps. Et la troisième brique du projet, c'est d'avoir de l'activité sur le lieu. Et cette activité, pour nous, elle est surtout un prétexte de rencontre et de partage. Donc on veut que ce lieu de vie soit ouvert, vivant, joyeux, et qu'il y ait des personnes qui viennent nous rencontrer pour un stage, un café, mettre les mains dans la terre, et qui se retrouvent sur un lieu où ils rencontrent des publics qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser tous les jours. Il se trouve que sur notre lieu, dans la Drôme, l'activité qui faisait sens, c'était les stages, c'était déjà un lieu de stage avant. Donc on va continuer à animer des stages. Et puis, on va développer une partie agricole, agroécologique, pas tant pour de la production et de la vente, plutôt une production vivrière pour nous, pour notre cuisine, mais aussi comme un lieu de partage. On pense que la connexion à la terre, c'est quelque chose de très important pour que les humains se connectent entre eux. Okay. Et on aimerait bien développer aussi une petite partie culturelle, en lien avec ce qui se fait déjà sur le territoire, qui est assez foisonnant. Mais voilà, on a envie aussi de faire vivre la culture chez nous, parce que pour nous, c'est aussi un super moyen de se rencontrer. Voilà ma définition. Super, de ce qu'on essaye de bien. faire là-bas. Ok, William. Pour compléter Lise, un projet, c'est d'abord un lieu. Et donc le lieu, il est composé de 2 gîtes qui vont accueillir notamment 2 des briques du projet, la partie sociale, donc, plus l'accueil des publics en situation de vulnérabilité, et les stages. Donc là, on est des stages qu'on souhaite plutôt sur les postures de coopération, sur l'engagement, des stages militants. Et on a aussi une petite auberge, une petite maison, en plus des 2 gîtes, qui va servir un peu de lieu pour les bénévoles. Donc c'est une petite auberge autogérée qui a pour objectif de permettre à des personnes de s'impliquer sur le projet, de voir un peu, de se mettre au service du processus d'inclusion pour des nouveaux habitants qui voudraient rejoindre le projet. Aujourd'hui, on est entre 4 et 6 habitants à porter le projet, avec des profils assez nomades et pas très permanents. C'est un projet qui est tout récent, hein. On a vraiment signé le bail début novembre, mais ça va vite. Là, on est en train de lancer la partie sociale, on anime, on accueille tous les stages, certains des nouveaux, d'autres qui étaient déjà en cours avant. Voilà. Le point qui, selon moi, est différenciant, ou en tout cas vraiment intéressant, c'est la dimension d'oasis sociale. Selon vous, c'est quoi une oasis sociale ? Moi, pour répondre, alors je vais parler plutôt de la perspective du social en France aujourd'hui, juste rapidement, mais pour dire que, alors moi j'en parle parce que c'est de là d'où je viens. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur social. Et là où, enfin, en tout cas, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, l'État français, l'État, le service public est presque en faillite, ou en tout cas, n'est pas du tout à la hauteur des besoins. Dans ce contexte-là, les citoyens
notamment les oasis, ont vraiment un rôle à jouer. Il faut pouvoir offrir une alternative et une approche complémentaire. Et quel que soit le sujet, que ce soit la thématique de l'exil, qui est vraiment aujourd'hui catastrophique, et qui va s'empirer parce qu'on voit aussi tout ce qui se passe au niveau populisme, où aujourd'hui l'étranger est considéré comme est le bouc émissaire de toutes nos frustrations, toutes nos peurs, toutes nos colères. Et ça, c'est vraiment un enjeu capital de pouvoir créer une approche citoyenne, créer la rencontre, essayer de désamorcer cette manipulation politique, mais aussi pouvoir offrir un oasis pour des enfants d'aide sociale à l'enfance, pour des personnes qui passent par des passages compliqués dans leur vie. Et ce terme d'oasis, je trouve qu'il est tout à fait adapté pour ça. Donc voilà, donc l'angle aujourd'hui, c'est de dire il y a des oasis qui peuvent avoir une vocation sociale, donc vraiment avoir la volonté d'intégrer une vraie brique sociale dans leur projet, social et solidaire, et en faire un pilier de leur activité. Ça, il y en a quelques-uns, il faut qu'il y en ait plus. Et aussi, notre logique, c'est de dire, à côté de ça, chaque oasis peut intégrer une petite dimension sociale, solidaire, en mettant à disposition un lit, un espace. Surtout, ce qu'on sait aussi, c'est que cette action d'ouverture, de solidarité, elle est forcément super enrichissante pour les oasis. Elle peut vraiment apporter beaucoup en termes de rapport à l'altérité, en termes de juste la richesse de la rencontre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Trop bien. Moi, je voudrais donner aussi le point de vue d'une personne qui s'est intéressée aux oasis sans venir du travail social. Moi, quand je suis arrivée dans le réseau Oasis, c'était en 2021, au sein de la Pépinière, qui est une formation qui est offerte par la coopérative Oasis. Je savais que j'avais envie de vivre en collectif. Je n'avais pas encore bien identifié ce que je voulais vivre en termes de projet collectif. Mais je suis venue avec moi ma sensibilité de personne engagée comme bénévole militante depuis une vingtaine d'années sur les thématiques de solidarité, de social, de lutte contre le mal-logement. Et effectivement, quand je suis arrivée dans ce réseau Oasis qui est incroyable, foisonnant, ultra riche, ultra varié de plein de choses, j'ai quand même pu constater que la plupart du temps, il y avait quand même un enjeu financier à pouvoir rentrer dans un projet comme une Oasis. Clairement. Souvent, il y a besoin de pouvoir contribuer financièrement à l'achat du lieu, par exemple, ce que tout le monde ne peut pas faire. Et puis, il y avait aussi une certaine homogénéité du coup, des personnes qui pouvaient accéder à ce type de projet. Souvent, des personnes plutôt blanches, CSP+, qui avaient fait des études et qui avaient un petit peu d'argent d'épargne. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Chandra si un jour il écoute ce podcast. Il y avait une petite provocation il y a 1 an et demi au Festival Oasis de est-ce que les oasis sont des lieux de droite pour refléter un petit peu ce côté... pour entrer dans une oasis, il y a quand même un petit billet d'entrée en général. Ça pique comme phrase, mais c'est efficace. Et voilà. Et il se trouve que moi, en étant très engagée, quand j'ai dû mûrir mon projet d'oasis, ça m'a paru assez aberrant d'imaginer le monde de demain, ce qui est quand même un petit peu ce qu'on essaie de faire dans ces lieux, avec plus de résilience énergétique, alimentaire, plus de gouvernance partagée, de liens au territoire, et de se dire en même temps qu'on n'était pas du tout acteur de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre la grande précarité, de l'accueil de personnes exilées. Ça me paraissait un peu dissonant. Et donc, moi, j'ai mûri le projet que j'avais envie d'être sur une oasis qui avait ça au cœur, mais du coup, est née un petit peu effectivement cette réflexion de comment nos oasis peuvent prendre aussi leur part de cette réalité-là du monde d'aujourd'hui. Et est né de ça un groupe de travail au sein de la coopérative Oasis de comment rendre les oasis plus inclusives de personnes en précarité. Et comme l'a dit William, on a vraiment ces deux approches à la fois d'oasis qui peuvent avoir comme vocation principale cette dimension solidaire. Et on travaille avec la coopérative Oasis. Est-ce que ça pourrait pas être un 6e pilier de la coopérative que cette solidarité ? Et en même temps, l'envie aussi de dire chaque oasis peut aussi avoir des activités un peu annexes à leur vocation principale, mais qui permet d'ouvrir une chambre à des personnes exilées temporairement, sur un plus long terme, d'ouvrir leur cuisine, un atelier de cuisine pour une association pour les femmes victimes de violences ou pour une association qui s'occupe aussi des exilés, un CADA.
Et comment on recrée aussi ce lien avec la précarité, l'exclusion, l'altérité dans nos lieux qui se veulent accueillants et ouverts sur le territoire. Bravo à vous déjà, je trouve ça super cool. Il y a quelque chose que j'essaye d'aborder dans ce podcast, c'est un peu les chemins qui nous amènent à créer des oasis et en fait à pouvoir expliquer aux gens comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui nous a permis de le faire. Et donc c'est un peu vers là que j'ai envie de nous emmener. C'est quoi le déclencheur qui vous dit tiens, j'ai pas envie que ce soit que mon métier, j'ai aussi envie que ce soit carrément tout mon mode de vie? Alors pour moi, il y a eu... en fait, j'étais bénévole dans pas mal d'associations depuis une vingtaine d'années. Et là, sur les dernières années, avant de me lancer dans ce projet un peu fou, j'avais de plus en plus de difficultés à changer de casquette. J'avais à ce moment-là un métier plutôt bien payé. Je travaillais pour l'Organisation mondiale de la santé. Et donc j'avais une vie qui pouvait être un peu cloisonnée parfois. Là, j'ai la casquette où je vais travailler. Là, j'ai la casquette où je fais mes 2 heures de bénévolat. Et là, j'ai la casquette où je vais marcher dans mes montagnes. Donc une vie plutôt chouette, hein. Mais j'avais un peu de difficulté à ces changements de casquette. Et était assez vivant en moi le souvenir de quelques années auparavant, une autre forme d'engagement que j'avais pu avoir dans un mouvement qui s'appelle les Enfants de Don Quichotte, où pour le coup on était beaucoup plus dans le partage de quotidien, soit parce qu'on montait des camps avec des tentes, avec des personnes sans domicile, et on restait le temps que les personnes sans domicile soient relogées, soit parce qu'à Toulouse on ouvrait des squats par exemple, et on restait avec les personnes sans domicile tant qu'ils n'étaient pas logés. Et c'était ça a été des expériences très joyeuses et apprenantes pour moi de la force du partage du quotidien. Okay. Et du coup, j'avais vraiment cette volonté, après avoir été engagée, militante, travaillée pour des assos, bénévole en accompagnant des personnes, j'avais envie de retrouver ce sentiment de pouvoir mélanger mon quotidien avec cet engagement-là. Et pas seulement 1 heure dans la semaine à aller visiter des personnes dans le cadre de mes activités associatives. Donc ça, c'était le premier truc qui était très fort chez moi. Donc j'avais besoin que mon futur lieu de vie me permette de partager mon quotidien avec des personnes en précarité. Et offre cette chance, moi je trouve que c'est une chance, de se rendre compte de la puissance de se rencontrer en tant qu'humain autour d'un café. Et puis la deuxième chose qui était très forte chez moi, c'était cette impression que l'espace public est aussi assez cloisonné. Et que beaucoup des peurs actuelles, d'après moi, viennent aussi du fait qu'en fait, on ne se rencontre pas. Il y a des espaces, des CADA, où on va mettre les personnes exilées, il y a des centres d'hébergement d'urgence où on va mettre des personnes sans domicile. Nous, on vit dans nos espaces, nos cafés, nos restaurants, nos chez nous. Et en fait, on se rencontre assez peu, on se croise, mais il y a peu d'espaces où on peut réellement se rencontrer. Et voilà, je suis assez persuadée que si la peur monte, c'est qu'on pense à des chiffres qu'on nous martèle, mais que tous, si on se rencontre d'humain à humain pendant le temps d'un café, d'un concert, d'une activité, il y a beaucoup de peur qui tombe. Et du coup, j'avais envie aussi que le lieu où j'habiterais permette ces rencontres-là. Comment aujourd'hui sortir de cette logique en silo, parce qu'on est effectivement dans un contexte où tout est hyper cloisonné. Je rejoins vraiment Lise là-dessus. Enfin, il y a une statistique qui m'avait beaucoup choqué il y a quelques années, où on disait qu'une personne exilée, quand elle venait en France, il lui fallait au moins 2 ans pour parler avec quelqu'un d'autre qu'un travailleur social, qu'un éduc, avant d'avoir une conversation normale avec un Français. C'était au moins 2 ans. Et ça, voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et l'idée, moi, depuis 10 ans, je travaille sur comment créer des lieux, justement, inclusifs, où on mélange du culturel, du social, de l'activité professionnelle, de la formation, où tout le monde se parle et on sort de cette logique de silo. Donc c'est vrai que moi, l'approche des oasis sociales où on est co-habitants, et justement on n'est pas dans cette logique d'accompagnement social, elle m'intéresse beaucoup parce que ça permet vraiment de casser cette barrière. Après, voilà, il faut aussi mettre en lumière que c'est pas forcément simple. Moi, justement, venant du travail social, c'est aussi quelque chose où je vois qu'il y a quand même besoin du travail social. On ne peut pas faire sans le travail social. Et donc, voilà, comment trouver cet équilibre entre les deux, c'est pas quelque chose de forcément simple. Et c'est un des défis qu'on essaye de relever au niveau de l'OBE. Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant pour des personnes qui sont pas du tout, même au contact en fait de ce milieu social, de personnes exilées, etc. On se fait pas du tout une image en fait juste de déjà de la condition quand tu arrives, effectivement que ce soit extrêmement institutionnalisé et très séparé de la vie du quotidien des autres Français, et de pas se rendre compte qu'en fait il y a un système qui fait qu'on se mélange pas, quoi. Et en même temps, effectivement, ce que tu dis, William, je trouve ça super intéressant, qui est quand même on peut pas non plus se dire que n'importe qui peut vraiment aussi répondre complètement aux besoins qui existent. Parce que bah, c'est plus compliqué que ça, et il y a aussi un besoin vraiment des travailleurs sociaux. C'est quoi le déclencheur qui permet de créer l'Aube? C'est à quel moment ça... Allez, là, c'est parti. Et vraiment l'Aube, pas tellement la philosophie, mais concrètement, c'est quoi qui permet d'aller vers cette aventure? Un coup de fil. Ah ah, intéressant. Ouais, et oui, un coup de fil et des belles synchronicités. Il se trouve qu'il y a eu donc l'année dernière, de mon côté, j'étais sur un projet de création d'une oasis solidaire, déjà dans l'Aude, au nord de Carcassonne, où on espérait racheter un hôtel-restaurant pour monter un projet assez similaire à ce qu'on veut faire à l'Aube. On y a passé une bonne année, on vivait en collectif là-bas, et on était déjà accompagné par la coopérative Oasis sur le point de vue financier, juridique, mais aussi sur l'humain, pour nous aider à monter ce projet. Et il se trouve que à l'automne dernier, en septembre-octobre, on a décidé de jeter l'éponge, qu'on n'arriverait pas à acheter ce bien immobilier et que du coup on n'arriverait pas à créer le projet dont on rêvait là-bas. Et il se trouve qu'en parallèle, à peu près à la même période, on s'est rencontré avec William au Festival Oasis, et a germé assez rapidement l'idée de créer ce groupe de travail sur les oasis solidaires. Pendant le festival, on a discuté, on a été voir Mathieu Labonne, qui est donc le président-directeur général de la coopérative Oasis, et on a été le voir ensemble en disant, voilà, nous, on a vraiment envie de porter cette thématique-là. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on porte ça au sein du réseau? Et il nous a dit, oui, si vous le faites, super intéressé, allez-y, carte blanche. Et donc, à partir de septembre, on a créé ce petit groupe de travail qui a commencé cette petite vie pour rendre visible ce qui se faisait déjà et essayer d'outiller les autres oasis qui voulaient se lancer dans l'aventure. Et donc, voilà, on se retrouvait en octobre avec arrêter le projet dans l'Aude, commencer le groupe de travail. Et en novembre, Mathieu Labonne nous appelle pour nous dire, écoutez, première fois dans l'histoire de la coopérative Oasis, on va nous donner un lieu. C'est un lieu dans la Drôme. Et on trouve qu'il serait génial pour monter un projet d'oasis solidaire. Donc ça tempère un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que cette dimension sociale, elle n'était pas très prégnante au sein du réseau Oasis. Elle l'est de plus en plus. Il y a un vrai mouvement vers ça. Et d'ailleurs, il y a eu une décision du conseil d'administration de la coopérative qui dit que ces lieux qui vont être donnés, puisqu'il y en a plusieurs un peu dans la file d'attente, puisqu'ils sont donnés à la coopérative, il y a un vrai souhait qu'ils soient dédiés soit à des oasis à vocation sociale, soit à des collectifs de jeunes qui n'auraient pas les moyens financiers d'acquérir du foncier. Et donc, nous, on a eu la chance d'être contactés par Mathieu, qui nous a proposé ce lieu pour monter cette oasis solidaire, ce rêve qu'on portait. Et lui, il le voit aussi un peu comme un laboratoire du groupe de travail des oasis solidaires, un lieu où on peut expérimenter, où les gens peuvent venir s'inspirer et voir voilà, que c'est joyeux, que ça peut fonctionner, mais qu'il y a plein de questions à se poser autour de ce type de projet. Donc voilà, c'est ce coup de fil, donc cette donation d'un lieu à la coopérative Oasis, et le fait de savoir que Mathieu sache qu'on avait cette envie de monter ce type de lieu qui a fait que, voilà, bingo. Oui, pour compléter, là, c'est un lieu qui... Enfin, je rentre un peu dans le modèle économique, mais on paye un loyer qui est moins cher qu'ailleurs. Et donc, ça nous permet d'avoir cette dimension de générosité, d'accueil, d'hospitalité. Donc, c'est vrai que cette opportunité, elle est super importante. Le fait qu'on soit dans un territoire aussi, la Drôme, qui est extrêmement généreux à plein de niveaux, en termes d'accueil, en termes de générosité, c'est, je pense, que c'est très important aussi pour nous,
Enfin, pour moi, ça a été un des déclencheurs aussi de mon envie d'aller sur ce projet, de dire waouh, ce territoire est extraordinaire. Moi, je ne le connaissais pas très bien non plus. Donc ça a été aussi fort dans l'engagement d'y aller, parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, c'est vraiment une terre d'accueil depuis toujours aussi, la Drôme, sur la thématique d'accueillir la vulnérabilité, d'accueillir les étrangers. La rencontre aussi, le fait d'avoir rencontré Lise, d'avoir une dynamique collective hyper important, trouver les bonnes personnes, je trouve que c'est vraiment clé dans ce genre de projet. Et puis voilà, et puis après, juste rajouter que effectivement, dans le contexte actuel, assez compliqué au niveau politique, c'est vrai que les lieux, c'est quand même voilà, c'est une dimension qui est hyper concrète pour pouvoir faire des choses. Et voilà, et d'avoir la chance de pouvoir travailler sur des lieux pour y faire pour y créer nos utopies, c'est quand même une chance extraordinaire. Et donc là, c'était vraiment une opportunité très forte. Je veux bien rajouter un petit truc, parce que là, vous entendez notre voix à William et à moi, parce qu'on a la chance de venir en visite à la Forge du Vallon. Yay. Mais c'est important, je trouve, de dire aussi que dans les facteurs qui ont permis que le projet de l'Aube se lance, c'est aussi la dimension effectivement collective, c'est, comme tu le dis, William. Et en fait, on n'est pas 2, on est 6 à porter le projet. Nomades, intermittents, bougeants, mais on est quand même 6. Et on a été assez rapidement 6. Donc si le coup de fil, c'est William et moi qui l'avons reçu, assez rapidement, on a 4 amis qui sont venus visiter le lieu et des personnes qui ont notamment fait la pépinière Oasis, donc des personnes avec qui on est en lien depuis 3 ans, avec qui on a une culture commune sur qu'est-ce que c'est que monter un projet collectif, et surtout des personnes qui avaient aussi l'envie de porter une couleur sociale sur leur oasis. Et ça, c'était assez primordial que pour tous les habitants porteurs du projet, cette dimension solidaire soit au cœur du projet, même si après chacun peut se spécialiser sur un bout du projet, un pôle, un aspect du projet. Et le fait d'avoir assez rapidement 6 personnes qui avaient envie de se lancer dans cette aventure-là, ça donne aussi beaucoup de force. Oui, alors merci déjà, je trouve ça super clair. J'ai un peu envie de résumer pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas trop au fait, et notamment c'est quoi cette histoire de don de lieu. Très rapidement, c'est que effectivement la coopérative Oasis s'est mise en lien avec un fonds de dotation qui s'appelle Fraternité pour demain et qui récupère des lieux qui sont la plupart du temps donnés à ce fonds de dotation. Et ensuite, la coopérative Oasis cherche des collectifs pour monter des projets. Donc effectivement, soit des collectifs de jeunes qui n'auraient pas forcément accès au foncier, soit dans un but d'en faire des oasis sociales, ou comme tu le disais William, il y a un besoin que l'économie soit plus douce, ou que les besoins économiques soient plus doux qu'avec le marché du foncier normal. Parce qu'effectivement, l'un des premiers freins dans les projets d'écolieux, c'est l'accès au foncier. Et d'ailleurs, dans l'exemple que tu donnais, Lise, ce qui vous a bloqué aussi dans le premier projet, ça a été ça aussi. Et ben, peut-être qu'on peut venir rapidement sur le modèle économique, justement. Donc, on a peut-être compris jusque-là que vous avez un loyer à payer, un loyer que vous payez à la coopérative Oasis, du coup, qui vous loue ce lieu. Comment vous faites pour récupérer de l'argent ? Alors, le modèle économique, il repose principalement pour l'instant sur les stages qu'on accueille. Okay. C'est notre activité commerciale. On loue nos espaces, que ce soit nos salles d'activité ou que ce soit notre hébergement, pour des stages, des séjours, etc. Et ça, l'idée, c'est que ces stages nous permettent de payer toutes les charges. C'est-à-dire le loyer qu'on paye à la coopérative Oasis. On paye aussi un loyer à notre voisin, parce qu'on loue 2 appartements supplémentaires. D'accord. Et tous les charges de fluide, électricité, gaz, etc. pour faire marcher le lieu. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. L'idée, bien sûr, pour qu'on puisse un petit peu monter en charge sur la partie sociale et solidaire, c'est de pouvoir aussi aller chercher des subventions. Oui, bien sûr. Et je dirais peut-être 2 types de subventions. Il y a des subventions qui sont vraiment à l'activité, à la journée, des prix de journée. Donc il y a certains publics qu'on accueillera pour qui il y a une aide de l'État, que ce soit le département, la région,
qui fournit un prix à la journée quand on héberge ce public. Donc ça peut être typiquement si on a des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, le département va donner un prix de journée pour qu'on puisse l'héberger, le nourrir. Donc ça va être une partie des ressources. Et puis la deuxième partie, ça va être aussi d'aller démarcher des subventions auprès de fondations privées, que peuvent être des fondations comme la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, la Fondation Riace, qui sont des fondations assez engagées sur ce type de projet. Et du coup, ce sera des subventions qui pourront être à visée d'investissement ou de fonctionnement pour éventuellement, par exemple, salarier une personne en charge du pôle social, un travailleur social qui animera cette vie-là. Donc ça, c'est la vision. On en est encore un peu au début, mais déjà, on a ces stages qui nous donnent beaucoup d'oxygène, justement, pour permettre de faire vivre le lieu. Et l'idée, du coup, c'est que le lieu il puisse être à destination d'un public, encore une fois, subventionnable, mais on veut aussi pouvoir ouvrir nos portes à des publics non subventionnés, et que ce soit, du coup, un peu les vases communicants entre les autres subventions qu'on aura, mais aussi la valeur qui sera produite par l'accueil de stage, qui nous permettent d'ouvrir les portes à des publics qui ne sont pas subventionnés. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a la volonté ou les projets d'être aussi un lieu où les locaux peuvent venir, je sais pas, boire un verre ou peut-être c'est la partie plus culturelle du projet, c'est ça ? Complètement. La partie culturelle et la partie agro. Dans le pôle agro, on a vraiment cette vision de pouvoir avoir des temps d'animation au jardin qui seraient ouverts à des personnes soit qui viendraient de loin comme des bénévoles, mais aussi des gens du territoire. A germé récemment l'idée d'avoir 1 ou 2 parcelles, par exemple, en jardin partagé. Parce que même si on est sur un territoire rural, il y a aussi beaucoup de maisons, de villages qui n'ont pas forcément accès en extérieur. Et pourquoi pas avoir quelques parcelles où les habitants du village peuvent venir avoir leur petit jardin chez nous. Mais c'est vrai que le gros, ça va être sur la partie culturelle. Aujourd'hui, les stages, elles font plutôt venir des personnes d'assez loin. Il y a quelques locaux, mais la plupart des personnes viennent d'assez loin. Et du coup, on a envie d'animer aussi des temps qui seront plus dédiés à ce que les locaux viennent boire un café, voir une conférence gesticulée ou prendre un pot à l'aube. Et on a aussi envie de mettre à disposition nos locaux à des associations locales. Pour nous, c'est aussi un moyen d'être au service du territoire. On est déjà en lien avec pas mal d'assauts du monde social, mais aussi du monde culturel. Et voilà, que ce soit pas forcément nous qui proposions l'activité, mais qu'on s'assure que le lieu vive pour les gens du territoire à travers des assos qui sont déjà très actifs. Humainement, ce que je peux trouver intéressant aussi comme question, c'est comment est-ce que vous voyez, c'est quoi votre vision sur l'articulation entre les résidents qui, j'imagine, du coup, participent au lieu de façon active, etc., qui en plus sont bénévoles, si je ne me trompe pas, et les personnes qui restent, qui sont chez vous sur un temps défini, qui sont accueillis chez vous. Est-ce qu'ils participent aussi à faire vivre le lieu, aux tâches d'intendance, de gestion, etc., voire même, je ne sais pas, peut-être un jour de participer au stage, enfin j'en sais rien. C'est quoi votre vision par rapport à ça ? Là-dessus, à souligner quand même une des difficultés du projet, enfin un des enjeux du projet, c'est le fait que effectivement tous les habitants à ce stade sont bénévoles sur le projet. Donc pour revenir, faire le lien avec la question précédente, en termes de modèle économique, ce qu'on donne au projet, c'est notre temps bénévole pour faire fonctionner ce projet. Et l'idée, pour répondre à ta question, c'est que tout le monde participe au projet, que ce soit les personnes accueillies, que ce soit les bénévoles, que ce soit les personnes qui habitent sur place. Donc on a différents statuts, mais on a un projet à faire fonctionner avec une brique économique que sont les stages et qui implique des activités d'alimentation, de ménage, d'accueil, et puis bientôt on aura la partie agroécologie, permaculture, où il y aura de l'activité qui sera induite aussi par le projet. Donc l'idée c'est quel que soit le statut des personnes, d'avoir une contribution, une participation bénévole, de participer au planning du projet. Et c'est aussi ça aussi qui va créer du lien, permettre la rencontre. Quand il y aura plus d'activités culturelles aussi, il y aura l'idée d'avoir l'ensemble des habitants, des résidents, des accueillis qui peuvent participer au projet. Donc il y a vraiment cette dimension on travaille tous à la même échelle pour le projet. Et c'est vrai que pour les personnes accueillies notamment, c'est une discussion en cours
C'est quel projet pédagogique lui proposer, comment l'appliquer sur les projets, d'essayer de voir dans quelle mesure ce lieu de l'Aube qui est aussi assez reculé, assez rural, c'est à la fois une opportunité parce qu'il y a il y a des activités, il y en aura de plus en plus, donc c'est une activité pour impliquer les personnes accueillies, et c'est un lieu qui est assez reculé au niveau géographique, rural et autres, donc il ne faut pas que ce soit un facteur d'isolement pour les personnes qu'on accueille. Donc il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Ouais, c'est passionnant, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment, en fait, ça ajoute vraiment tout un pan de réflexion par rapport au projet, qui est fou, quoi. Enfin, nous qui n'avons pas de dimension solidaire, en tout cas forte, je me rends compte que vous avez tout un tas de prises de tête en plus. Mais de joie aussi. Ah bah en oui, plus. c'est vrai, de joie en plus du coup. Ok, écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses. On aurait pu parler de plein d'autres choses encore, ça pourrait continuer encore longtemps. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai juste une dernière question qui est, c'est quoi vos 2-3 prochains petits pas? Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est vraiment de travailler le projet social à venir de l'Aube. Donc, dans mes prochains petits pas, c'est de continuer à accueillir quelques personnes avec des profils différents de ce qu'on a déjà accueilli à l'Aube et de consolider une équipe autour de ça. Un autre petit pas, on a un petit enjeu de place pour avoir à la fois un collectif d'habitants, à la fois avoir des places généreuses pour les personnes accueillies temporairement et à la fois suffisamment de place pour les stagiaires pour que notre modèle économique fonctionne. Il va falloir qu'on puisse construire un petit peu des places supplémentaires et on a un vrai enjeu d'urbanisme. Donc un de mes prochains petits pas là-dessus, c'est de faire ma réunion avec Anne, qui est notre super copine architecte urbaniste. Coucou Anne, qui nous aide énormément à réfléchir sur ce sujet. Et je pense qu'on a un vrai enjeu là, à commencer réellement à avancer concrètement sur cette thématique-là. Ok, William? Et moi, un de mes prochains petits pas, c'est d'avancer un peu sur la partie subvention, parce que voilà, on souhaite faire un projet effectivement avec une dimension sociale et solidaire, donc d'intérêt général, et c'est pas anormal d'aller solliciter des partenaires financiers pour essayer d'avoir quelques moyens supplémentaires pour construire justement, comme il disait Lise, des espaces supplémentaires, pour pouvoir potentiellement avoir un peu de support salarié pour avancer plus rapidement sur le projet pédagogique, le cadre social, le lien avec les partenaires sociaux du territoire. Donc ça fait partie des prochains petits pas. Inch'Allah. Et je vous souhaite à vous deux, à l'Aube, à toute votre équipe, beaucoup de chance, de bonheur, le meilleur pour ce projet que je trouve absolument incroyable. C'est super, bravo à vous et bonne continuation dans ce projet-là. De toute façon, on est copains, donc je vais le suivre de très près. Et c'était le 2e épisode de Kling. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un prochain podcast avec d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien et puis bisous. Bisous. Bisous bisous.